جردوا اللي رجليهم محفاية واللي تعبوا من المكتوب. نحلف بمين البحارة بالشمس والريح والسحاب، نحلف بالموجة الغدارة لا لا على حبك منتوب. لا لا منمل من صعبك عليا، نكتب اسمك بالدم في ايديا ونرجع لك ديما ديما ديما. مهما زرعوا لي الشوق في ثنية، مهما الايام حبت تهرب بيا، ونرجع لك ديما 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 ونسقي زرعك بدموع عينيا. مهما خنتيني انت عزيز عليا. نحلف بدين الفلاحة اللي تولدت في الشوك والتراب، ولدت الخبز بجراحة وغلبتها الدهر الكذاب. نحلف باليالي الكناسة خدام الأحزان والحطاب، ولاد المنجم والخماسة لا لا على حبك منتوب. Bonjour mesdames, messieurs, mon nom est Mouloudi Dir, donc je suis ici accompagné de ma collègue Najat Bouda du comité de soutien pour les droits humains à Montréal, un groupe, un comité chargé donc de faire la promotion, mais surtout dans un travail de sensibilité et de solidarité sur la question des droits humains en Algérie, un groupe donc établi à Montréal. Un comité donc issu du Forum citoyen des Algériens de Montréal. Dans le cadre donc du travail de sensibilisation que nous faisons sur la question algérienne, nous avons donc aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Sihem Ben Sedrine pour discuter du cas tunisien, notamment de l'enjeu de la justice transitionnelle à travers tout le processus qui a été initié par l'instance Vérité et Dignité en Tunisie. Donc l'interview d'aujourd'hui vise donc à cheminer sur cette question donc de la sortie des dictatures, du processus de transition à partir de l'exemple tunisien et de cette expérience qui a été donc très importante, mais sur laquelle a prévalu une certaine omerta. Alors, le rapport final de l'instance Vérité et Dignité, qui était composé de 8 parties, a été publié dans un numéro spécial du journal officiel de la République tunisienne en juin dernier. Les services du ministre auprès du chef du gouvernement en charge des droits humains et de la relation avec les instances constitutionnelles de la société civile en ont pris part. On doit préciser que ce rapport final n'a engagé l'État tunisien que depuis le 24 juin dernier. Cette décision s'inscrit en fait dans le cadre de l'engagement du gouvernement tunisien de mettre en œuvre les recommandations de la justice transitionnelle, mais surtout de publier le rapport final de l'instance Vérité et Dignité au journal officiel, et ce, conformément aux dispositions, si je comprends bien, de l'article 67 de la loi donc, du 24 décembre 2013 relative finalement à l'instauration de la justice transitionnelle et à son organisation. L'IVD, donc l'instance Vérité et Dignité en Tunisie, dont la mission a pris fin à la fin décembre 2018, a estimé sur sa page officielle sur le réseau social Facebook que la publication du rapport au sein du journal officiel tunisien constitue un point de départ pour la mise en œuvre des recommandations de l'instance et le parachèvement de ce processus. En mars 2019, l'IVD avait rendu public son rapport final et l'a publié sur son site. Le rapport a été remis à la fois à la présidence de l'IVD, par la présidente de l'IVD, Mme Ben Sedrine, au président de la République, à l'époque, M. Essebsi, à l'ancien président de l'Assemblée des représentants du peuple, M. Mohamed El Nassar, et dans une autre étape, à l'ancien chef du gouvernement tunisien, M. Youssef Chahed. Lors de l'audition de juin dernier par la Commission des martyrs et blessés de la Révolution, de l'application de la loi de l'amnistie générale et de la justice transitionnelle de Ayashi Hamami, qui est en fait le ministre chargé des droits de l'homme et de la relation avec les instances constitutionnelles et de la société civile, on a même relevé que certains députés ont réclamé la création d'une commission pour la révision du rapport de l'IVD et ce même avant sa publication. On va y revenir sur ces enjeux.
Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui avec le recul, c'est que 9 ans après la révolution tunisienne, le bilan de la récupération des biens confisqués et des avoirs gelés du clan Ben Ali, évalué à plusieurs milliards d'euros, tout ça est resté mitigé, tout ça est resté opaque. Il y a donc un travail de sensibilité à faire. Il y a de la redevabilité. Donc, pour expliquer ce retard, les autorités tunisiennes évoquent des difficultés de suivi liées aux différents changements de gouvernement. Pour sa part, Mme Ben Sedrine, la présidente de l'IVD et ses collègues ont transmis aux archives nationales les précieux témoignages recueillis pendant 4 ans, estimant donc que la justice transitionnelle ne se terminait pas avec l'IVD, qui a remis donc son rapport, mais qu'au contraire, elle ne faisait en fait que commencer. Le processus, malheureusement, il a souffert de toutes sortes d'antagonismes politiques et du manque de soutien du président Essebsi, qui avait fait voter même en 2017 une loi pour amnistier des fonctionnaires qui, selon lui, n'ont joué qu'un rôle d'exécutant dans les rouages du système dictatorial. Aujourd'hui, avec la nouvelle présidence de Kais Saïd, nous espérons que les autorités tunisiennes pourront donner un nouveau souffle à cette justice transitionnelle. Et le président tunisien s'est même dit, je cite, prêt à faire des excuses au nom de l'État, des excuses requises par le processus de réconciliation nationale notamment. Il pourrait faire donc, ce président de la justice transitionnelle, un tremplin vers la réconciliation nationale espérée par de nombreuses victimes. Donc, ce qu'il faudrait dire aujourd'hui, donc, pour cheminer en vue de cet entretien, je vais donc prendre le temps aussi de bien présenter notre invitée, que je remercie au nom de tous mes collègues du comité, Madame Sihem Ben Sedrine, qui est une journaliste tunisienne, défenseuse des droits humains. Depuis 2014, donc, elle présidait l'instance Vérité et Dignité qui se chargeait non seulement de la réconciliation en Tunisie, mais de toutes sortes d'autres. Le mandat est beaucoup plus large. Madame Belsedrine est diplômée en philosophie. Elle a œuvré pendant plusieurs années, surtout les années de fer de la dictature, dans la presse indépendante et écrite, notamment pour le journal et la radio Kalima. Elle a également milité dans la Ligue tunisienne des droits humains, l'une des plus vieilles ligues. Je crois même qu'il y a la plus vieille ligue des droits humains du continent africain. Fondatrice également du Conseil national pour les libertés en Tunisie, elle a subi beaucoup d'exactions du régime de Ben Ali. Madame Belsedrine est également honorée par l'Association canadienne des journalistes pour la presse indépendante, qui lui a remis l'International Press Freedom Award en reconnaissance de son courage dans la défense de la promotion de la liberté de la presse. Elle est récipiendaire du prix Oxfam Novi Pen. En 2008, elle reçoit le Danish Peace Fund Prize pour son engagement en faveur de la démocratie et de l'état de droit et ses efforts en faveur des droits humains dans le monde arabe. En 2012, Mme Cédrine se voit décerner par Human Rights Watch le prix Alison Desforges pour son engagement exceptionnel en faveur des droits humains. Et je rappelle que dans le rapport d'Amnesty International de 2002, on a rapporté l'incarcération de Mme Belsedrine pour plusieurs mois. Voilà, Mme Belsedrine, je ne sais pas si j'ai fait honneur et si j'ai été juste envers votre parcours que je salue parce que nous, comme comité algérien, nous vous sommes très reconnaissants et nous savons et nous vous disons toute la solidarité pour le travail qui a été le vôtre et nous reconnaissons l'importance du travail qui a été le vôtre et nous espérons que nos compatriotes algériens s'en inspireront et essayeront de porter le souffle de ce qui est présidé à la démarche que vous avez présidée avec vos collègues. Merci donc au nom du comité, Madame Belsedrine. C'est moi qui vous remercie et ben, je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, la première question pour débuter cet entretien, Madame Siam Sedrine, beaucoup de choses ont été dites sur l'IVD, mais à notre connaissance, aucune instance ou commission de vérité dans le monde équivalente à la vôtre n'a fait unanimité. Pourriez-vous nous dire d'abord l'origine et l'importance d'une telle instance en Tunisie, mais surtout revenir plus largement sur sa portée démocratique, qui n'est pas justement réductible au seul cas tunisien? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu en Tunisie une révolution en 2011, en janvier 2011. Et cette révolution, elle a été faite contre un régime absolutiste et dictatorial qui non seulement était prédateur pour les libertés, mais également pour le bien des gens, pour les ressources publiques, pour la société, pour un certain nombre de choses. Et donc, il y avait un rejet total de cette dictature qui a été renversée le 14 janvier 2011. Et immédiatement après cette révolution, il y a eu un débat très fort dans la société tunisienne entre ceux qui voulaient régler leurs comptes aux gens de l'ancien régime, ceux qui ont été
à l'origine des différentes violations vécues par le peuple, et ce qui proposait des alternatives pacifiques de règlement des conflits. En fait, c'était ça le débat. Et il y a eu une consultation nationale qui a duré 6 mois, au terme de laquelle on a commencé à voir un petit peu les grandes lignes de ce qui pourrait être une redevabilité, une reddition de comptes par rapport à tous ces gens qui ont fait du tort au pays, sans pour autant qu'on tombe dans la vengeance et la violence notamment. Et c'est ainsi que petit à petit s'est fait jour un cheminement vers ce qu'on appelle couramment dans le monde entier les expériences des comités vérité et justice à travers le monde, qui sont un outil qui permet justement de réhabiliter les victimes, de rendre des comptes par rapport aux auteurs de violations et d'arriver à une réconciliation nationale, comme vous le souleviez tout à l'heure. Et c'est au terme de ce débat qu'il y a eu, dès les premières élections de 2011, la mise en place d'un ministère de la justice transitionnelle et des droits de l'homme qui, ce ministère, s'est attelé à préparer une loi qui organise la justice transitionnelle et qui établit un mécanisme qui est l'instance vérité dignité en Tunisie, qui va le mettre en œuvre. Donc, c'est comme ça un peu que les choses se sont établies. Donc, c'est le choix d'une gestion pacifique des conflits que le peuple tunisien a choisi. Et ceux qui prétendent, parce que parmi les contestations qu'on a, c'est en fait, ils contestent même la loi, pas simplement les pratiques ou les performances de l'IVD. Donc, cette loi, elle est ceci, elle est cela, elle donne trop de pouvoir ou de compétences à l'IVD, etc. On reviendra sur les obstacles. Et donc, cette loi, c'est important de souligner qu'elle a fait l'objet d'un très grand dialogue à l'échelle nationale qui a duré dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en une semaine ou quelques jours. Et ce choix a été concrétisé par le vote à l'Assemblée constituante qui a également élaboré la Constitution et elle a été votée donc par le Parlement constituant. Et ce qui est important de souligner, c'est que la loi sur la justice transitionnelle a été votée avant la promulgation de la Constitution, qui, elle, a été promulguée en janvier 2014, alors que la loi organisant la justice transitionnelle a été promulguée en décembre 2013. Mais l'intérêt de cette loi, c'est que, et de le fait qu'elle soit votée avant, c'est que la Constitution a prévu dans les articles transitoires, dans les dispositions transitoires, un article qui parle de la justice transitionnelle et fait obligation à l'État de mettre en œuvre cette justice transitionnelle telle que prévue par la loi, donc qui fait référence à la loi, et il constitutionnalise toutes les dérogations ordinaires qui existent dans les justices transitionnelles dans le monde entier, mais qui dérogent au principe de droit ordinaire. Peut-être qu'on y reviendra, comme le fait que l'autorité de la chose jugée ne soit plus appliquée. L'autorité de la chose jugée, c'est quand un tribunal une fois qu'un jugement a été émis définitivement, on ne peut pas rejuger l'affaire. Mais en justice transitionnelle, on peut rejuger, justement, pour rétablir la justice des jugements iniques qui ont lieu par le passé. Le fait que les faits ne sont pas soumis à j'oublie le mot en français, le fait que les délais de poursuite ne soient plus, il n'y a plus de délai de poursuite, parce que vous savez que pour tout crime ou délit, il y a ce qu'on appelle les délais de poursuite, 6 mois pour des délits, 3 ans pour des crimes, jusqu'à 10 ans pour les crimes graves. Ces délais tombent et on peut poursuivre des délits qui ont lieu 30 ans ou 50 ans ou 60 ans avant. Donc, ces dérogations à la loi ordinaire sont inclus dans la Constitution. Cela a permis
à l'IVD de travailler dans un cadre tout à fait légal et de mettre en œuvre les principes de la justice transitionnelle qui existent à travers le monde, tout en étant dans la légalité la plus totale. Merci, Madame Bensedrine. Vous nommez en fait, pardon, vous revenez un peu sur le fait que la création de cette instance s'emprunte beaucoup de la révolution et du désir en fait du peuple tunisien de se débarrasser du régime dictatorial. De ce que nous avons pu lire par rapport à l'IVD, c'est qu'il y avait une période bien précise à travers laquelle le mandat de l'instance était de faire justement tout ce processus de vérité pour atteindre, comme vous le dites, à la réconciliation. Et puis ce qui a été déterminé comme période, c'est du 1er juillet 1955 jusqu'au 31 décembre 2013. Pourquoi cette période de temps? Qu'est-ce qui a déterminé? Est-ce que c'est, vous nommez qu'il y a eu des consultations au préalable de la création de cette instance? Quels ont été les éléments qui ont déterminé la période de temps pour lequel le mandat a été attribué à l'IVD? C'est une question qui a été débattue au sein de l'Assemblée nationale constituante. Il fallait cerner les périodes pour lesquelles l'IVD devait faire ses enquêtes et ses investigations. Spontanément, les Tunisiens pensaient au régime de Ben Ali, qui a été le plus barbare dans la confrontation de la vérité, enfin des droits et des libertés des Tunisiens. Mais d'autres personnes ont dit mais que les violations n'ont pas eu que sous le régime de Ben Ali. Même Bourguiba a violé les libertés. Il n'y a pas de raison qu'on réhabilite les victimes de la période Ben Ali et qu'on ne réhabilite pas les victimes de la période Bourguiba. Et c'est comme ça que 55, c'est la date de l'autonomie interne. C'est pas encore l'indépendance. L'indépendance de la Tunisie a été décidée en mars 1956, mais en juin 55, c'était les accords d'autonomie interne à la faveur desquels il y a eu une scission dans le mouvement national tunisien entre les tenants du choix Bourguiba qui souhaitaient qu'on puisse aller par étapes. Le choix de 55, c'est à la faveur de la guerre civile fratricide qui a eu lieu en 55-56 et qui a produit des victimes, des assassinats, des liquidations. C'est assez proche un peu de ce qui s'est passé en Algérie, mais la Tunisie a fait le choix d'interroger aussi cette période où il y a eu des victimes. Et les victimes, ce n'est pas que les individus, et c'est aussi une spécificité de la loi tunisienne. La victime peut être l'État, la victime peut être les institutions de l'État, la victime peut être le peuple, la victime peut être une région. C'est-à-dire que toutes ces violations qui ont eu des impacts et sur les individus, et sur les groupes, et sur les institutions, vont être interrogées, questionnées, et on essaiera de dévoiler la vérité à propos de ces questions. Et après, bien sûr, il va falloir trouver les voies de la réconciliation qui sont les voies des réformes. Parce que n'oublions jamais que l'objectif final de la justice transitionnelle, c'est de réformer les institutions de sorte qu'on ne répète pas ce qui s'est passé. Donc, en identifiant les causes, les contextes des violations, nous allons non seulement identifier les auteurs de violations, mais pourquoi ils ont eu lieu et comment faire pour qu'on ne recommence pas. Parce que c'est ça, in fine, le plus important pour la justice transitionnelle. Donc, le choix de 1955 répond à cette demande de certaines victimes de l'ère Bourguiba d'interroger cette période où il y a eu énormément de violations également. Madame Bensedrine, dans le mandat clair de votre instance, vous documentez les violences qui ont été faites au nom de l'État par des fonctionnaires de l'État. Et beaucoup de vos détracteurs, l'une des façons de leur répondre de votre part, qui est à mon avis incontestable, c'est le fait que votre rapport a
émis des actes qui sont tout à fait factuels, mais qui sont prouvés également. Dans le compte, on voit bien dans votre rapport que les actes sont documentés, qui sont factuels et qui sont prouvés. Que répondent ceux qui ont commis ces exactions et que répondent vos détracteurs quand vous leur exposez la vérité des faits? D'abord, laissez-moi préciser une chose, c'est que notre mandat est encadré par la loi. Oui. C'est-à-dire que c'est la loi qui dit que nous ne sommes compétents que pour les exactions commises par l'État ou des personnes agissant sous la protection de l'État ou avec son consentement. Donc des fonctionnaires ou des parafonctionnaires ou ce qu'on peut appeler des milices, mais ils doivent avoir un lien avec l'État. S'il s'agit de groupes qui peuvent porter tort à des personnes et ces groupes ne sont pas diligentés par des fonctionnaires de l'État ou au service de l'État, ça ne relève pas de notre compétence. Donc ça, ce n'est pas une question que je peux discuter avec vous, ça c'est ce que dit la loi. Ouais. Et l'IVD, elle est obligée d'appliquer la loi. Donc quand nous avons identifié sur cette période de 58 ans de l'histoire de la Tunisie, quels sont les moments historiques que nous allons interroger, ce qu'on a appelé, nous, les événements. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une confrontation entre l'État et un individu, un groupe d'individus ou un parti ou tout ce que vous voulez, et que ça produit des victimes, à ce moment-là, l'IVD enquête et considère que c'est un événement. Et on a pu recenser à peu près 18 événements sur cette période-là où des confrontations avec l'État ont produit des victimes. C'est ainsi que donc on a nos étapes historiques, les étages historiques que nous avons identifiés comme des moments où des événements ont eu lieu ayant produit des victimes et donc incitant à notre à porter notre regard sur cette période-là. Le deuxième critère, et non moins important, c'est que l'IVD reçoit des plaintes. L'IVD agit sur la base des plaintes qu'elle reçoit. Donc, une fois qu'on a fermé la porte à l'enregistrement des plaintes qui a eu lieu pendant 1 an et demi, donc pendant 1 an et demi, on a enregistré les plaintes. On n'a pas tout à fait commencé à enquêter avant les 1 an et demi premiers de notre mandat. Donc, on a enregistré les plaintes et on a fait un tri pour savoir combien de victimes pour chaque étape historique identifiée. Et c'est comme ça qu'on a pu savoir que il y a un événement qu'on a appelé le conflit Ben Youssef-Bourguiba, qui a produit beaucoup de victimes. On appelait ça aussi les violations qui ont accompagné l'indépendance et qui touchent la famille bellicale dont les droits ont été violés aussi par les gens de Bourguiba. Ensuite, il y a eu la confrontation avec l'université et c'est ainsi donc qu'on a pu classer, si vous voulez, les différents événements de cette tranche historique de 58 ans en fonction de la demande des plaignants, d'une part, et du produit victime, si vous voulez, qui a eu lieu à cette période-là. Voilà. Madame Bensedrine, l'action de l'IVD qui incarnait largement le souci de justice du peuple tunisien a dû composer avec des compromis d'un gouvernement de la Troïka, mais aussi peser sur elle tout un récit contre-révolutionnaire tributaire du retour des réseaux et des élites de l'ancien régime après 2014 surtout. On aimerait, s'il vous plaît, vous entendre un peu sur le contexte, et puis vous l'avez mentionné un peu au départ, mais peut-être un peu plus avec plus de détails, un peu le contexte d'émergence de l'IVD, et si vous pouvez nous livrer un peu votre réflexion sur la portée démocratique des luttes contre l'impunité et la vérité en Tunisie. C'est tout un programme, madame. Mais laissez-moi d'abord, il y a une question importante, à mon sens, dans le début de votre question. Je reviendrai à la deuxième partie de votre question après. Vous savez, la plus grande bataille
qu'a dû mener l'IVD, c'est de la bataille pour son indépendance et pour son autonomie. Très juste. Toutes les partis avec IES politique, c'est-à-dire y compris les partis politiques, tous, sans exception, et toutes, sans exception, ont cherché à influencer l'IVD, ont cherché à agir à sa place, ont cherché à la harceler parfois en vue de l'orienter dans un sens ou dans un autre. Bien sûr, on avait deux grands poids lourds, si vous voulez, ceux qui ne voulaient pas que la justice transitionnelle s'intéresse à eux, et qui sont les tenants de l'Ancien Régime, ceux qui sont les, entre guillemets, les perdants de la Révolution. Vous savez, quand il y a une révolution, il y a toujours les perdants et les gagnants. Et donc, les perdants de la Révolution, ceux à qui on allait demander des comptes, ceux-là ne voulaient pas, bien sûr, que nous réussissions dans notre mandat. Et on a eu une série d'obstacles provenant de ces gens-là. On a eu également comment on appelle ça, les attaques provenant des amis, ou ceux qui sont supposés être des amis ou des alliés. Et là aussi, ils sont importants, très importants, parce que certains partis politiques et certaines partis avec IES ont pensé que l'IVD était leur instrument et qu'elle est là pour appliquer leur politique et leur vision. Et là, je parle notamment du parti islamique Nahda, qui a pratiquement la moitié des victimes qu'a eu à traiter l'IVD, c'est-à-dire les victimes qui ont porté plainte au sein de l'IVD, un peu moins de la moitié proviennent de ses rangs, parce qu'il y a eu les années 90, une décennie noire, où il y a eu une répression féroce qui a pris toutes les formes, et la première victime ont été les islamistes. Ça, c'est une vérité. Mais parce que justement, ils pensaient être les principales victimes, ils ont senti qu'ils avaient une sorte de droit de regard sur nous, oui, et qu'on était supposé appliquer leur vision de la réparation, leur vision de la réconciliation, leur vision de la redevabilité. Ajoutez à cela le contexte politique de 2014. N'oublions pas que la justice transitionnelle est venue dans la mouvance de la Révolution et la loi a été votée dans cette mouvance. 2014 voit arriver à travers les élections le parti de la Restauration, un parti qui affichait clairement qu'il était contre la justice transitionnelle, dont le chef de file, Qaïd Essebsi, le jour de sa victoire, déclare « Je vais dissoudre l'IVD ». Et ces gens-là ont gagné les élections. Et une fois qu'ils ont gagné les élections, ils sont attelés à nous mettre les obstacles et à nous empêcher de travailler. On reviendra sur les obstacles plus tard. Mais l'événement le plus important, c'est que le parti Nahda, qui est lui aussi issu de la Révolution, mais qui étant au pouvoir avec Nida Tounes, va faire une alliance avec Nida Tounes. Et qu'est-ce qu'il vend à Nida Tounes? Il vend l'IVD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, qui sommes des victimes, nous allons vous aider à vous débarrasser de ce qui vous embête, qui sont ces gens-là qui veulent vous demander des comptes. Et donc, ils vont tout faire pour faire triompher leur vision qui consiste à réduire la justice transitionnelle aux réparations matérielles, c'est-à-dire à l'indemnisation sonnante et trébuchante. Alors, les victimes, ils sont là, on va faire des auditions publiques, on va les écouter, ok, c'est bon pour nous, mais après, vous leur donnez de l'argent et vous en allez. Vous ne demandez pas des comptes à ces gens-là qui sont les auteurs de violations, parce qu'aujourd'hui, ce sont nos amis et on ne veut pas qu'on les embête trop. Je suis un petit peu caricaturale dans ma présentation, mais c'est un petit peu ça qui s'est passé. Et donc, l'IVD va subir une double pression de l'intérieur
pas seulement de l'extérieur, parce que de l'extérieur, c'est facile, on leur dit, bon, vous restez là où vous êtes, vous n'avez pas d'autorité sur nous, nous sommes une institution indépendante de l'État tunisien et personne n'a d'autorité sur nous. Mais quand ils envoient des gens à l'intérieur de l'IVD pour faire valoir leur propre posture politique, là, ça se passe autrement et ça devient ce qu'on a souvent appelé les conflits internes de l'IVD, qui n'ont rien d'interne en fait. Ils n'ont rien d'interne. On a les partisans de Nahda qui veulent absolument faire foirer le processus de redevabilité. Il y en a eu un qu'on a été obligé de révoquer et de l'exclure de l'IVD parce qu'il n'a pas arrêté de nous mettre des bâtons dans les roues, d'empêcher que les réunions se tiennent, d'empêcher que les décisions de l'IVD avancent, que les plénières de l'IVD aboutissent à des décisions. Il a tout fait. Alors, je ne vais pas entrer maintenant dans les détails, mais oui, c'est toute une technique qui est devenue rodée avec d'autres institutions indépendantes. On vous attaque de l'intérieur avec des agents, soit qu'ils étaient agents avant, soit qu'on les a recrutés en les motivant. Vous savez comment on peut motiver les gens. Et du coup, l'IVD va vivre pendant 2 ans et demi au rythme de conflits internes qui sont en fait des conflits externes et qui ont pour défi, qui ont pour enjeu d'empêcher, la redevabilité, d'empêcher la révélation de la vérité. On ne veut pas la connaître, la vérité. Tout le monde la connaît, donc vous n'avez pas besoin de la révéler, cette vérité. On n'en veut pas. Tout ce qu'on veut, c'est vous faites une comptabilité des victimes et vous leur donnez des sous. C'est tout ce qu'on veut. Et on nous brandit le modèle marocain comme étant le modèle parfait. J'y arrivais alors que les Marocains aujourd'hui sont les premiers à critiquer cette expérience qui fait un deal avec la victime, ton silence contre une réparation matérielle. Et ça, c'est indigne pour une victime. La première demande de réparation d'une victime, c'est qu'on lui dise qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, et que cette partie-là, ou cette personne-là, ou cette structure-là demande des excuses, reconnaisse les faits, et qu'il y ait après, si elle veut bien, réconciliation. C'est donc ces conflits internes, entre guillemets, qui ne sont pas internes du tout, qui ont un petit peu gêné la marche de l'IVD, mais heureusement, ils n'ont pas gagné parce qu'on a réussi à exclure 3 et 2 autres ont démissionné parce qu'ils ont compris qu'on n'allait pas les laisser faire et qu'on a tenu bon. Votre réponse, Madame Ben-Sedrine, anticipait un peu l'autre question qu'on avait prévue, dans la mesure où beaucoup de personnes qui sont un petit peu animées du désir de dépouiller, mais de réduire la dimension largement politique de cet enjeu de révélation et d'éclaircissement des violations des droits humains. Beaucoup, en effet, comme vous venez de le dire à juste titre, vantent l'exemple marocain de l'instance équité et réconciliation issue finalement de la période de déglaciation entamée sous Youssoufy au Maroc à la fin des années 90. Un peu en dérision, Madame Ben-Sedrine, subtile à l'égard de cette instance et de son mode de fonctionnement, un juriste tunisien et constitutionnaliste qui fait pourtant consensus, qui n'est pas connu pour être un marxiste d'extrême gauche, je cite Yad Ben Achour, il a dit que l'instance équité et réconciliation a organisé un procès du roi sous le portrait du roi. En somme, la question que l'on aimerait vous poser à titre comparatif et dans une optique de solidarité intermaghrébine pour les groupes qui sont animés par le désir de faire en sorte que la question des droits humains soit au cœur de la construction démocratique, qu'est-ce que vous en tirez comme expérience à l'échelle maghrébine dans l'optique d'un travail de réseautage et qui consisterait à tirer un peu, à apprendre des expériences du passé, à la fois des difficultés que vous avez éprouvées, de la façon dont a été neutralisée l'expérience marocaine. Qu'est-ce qu'on peut en dire un peu avec le recul pour les gens qui sont en but en Algérie ou en Égypte à ces questions-là aujourd'hui? Je ne vous demande pas des recommandations, mais livrer un peu une réflexion d'ensemble. La réflexion d'ensemble, c'est que moi, je dis toujours que les commissions vérité apprennent toujours les unes des autres. Oui. Nous avons beaucoup appris, par exemple, des autres expériences, y compris la marocaine. Nous avons appris, par exemple, de l'expérience
d'Afrique du Sud, qu'on nous brandit comme le modèle parfait et qui n'est pas parfait du tout, hein, parlez un peu avec les Sud-Africains et vous diront les points de force et les points d'échec de cette expérience. Un des points, c'est que les auditions publiques qu'ils ont faites exposaient énormément les victimes et même les auteurs de violations qui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de préparation dans ces auditions publiques pour protéger et les uns et les autres, hein, c'est toujours important. Et au terme de cela, on ne le dit pas assez, mais il y a eu énormément de suicides après l'audition publique dans des victimes sud-africaines, et il y a eu aussi des assassinats des auteurs, parce que comme on faisait une séance publique, il y avait une victime qui était là, le bourreau était là, le bourreau demandait des excuses à une victime qui était présente, mais il ne demande pas des excuses à toutes les victimes qu'il a torturées et tuées. Et du coup, dès qu'il revient à la maison, eh bien, il y a une autre victime à qui il n'a pas demandé pardon, qui vient le tuer. Et il y a eu des assassinats en Afrique du Sud juste après les auditions publiques. Donc, nous, on a appris une leçon, c'est qu'une audition publique, ça se prépare. C'est la raison pour laquelle l'instance Vérité Dignité a organisé pratiquement 50 000 auditions à huis clos, privées. Et après, elle a organisé seulement 14 auditions publiques où elle a bien sûr mis en scène pas seulement 14 victimes, parce que dans une audition, il y a parfois plusieurs victimes, mais la préparation a été très importante, le choix des victimes. On faisait passer, il y avait tout un protocole qu'on a préparé où la victime devait d'abord subir des examens médicaux, être suivie par un psychologue, être suivie par un cardiologue, voir si elle peut supporter l'exposition publique, est-ce qu'elle peut supporter de répéter tout ce qu'elle a subi, et tout cela, il y a tout un travail qui est mené avant, et il nous est arrivé, après avoir présélectionné une victime, de décider, bien sûr, en nous appuyant sur les décisions des médecins, que cette victime, elle ne doit pas aller auditionner parce qu'elle n'est pas capable de tenir le coup. Et ça, on a été obligé de le faire. Donc, on a appris par la négative des Sud-Africains qu'une audition publique, ça se prépare et qu'il faut un protocole. Donc, mais elle est très importante, l'audition publique, parce qu'elle est un puissant outil didactique pour la population qui n'a pas vécu cette période, pour leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'ils sachent qu'est-ce qui s'est passé de la bouche d'une victime qui raconte avec toutes ses émotions, qui crève l'écran avec sa douleur. Et ça c'est un message extrêmement fort pour dissuader de répéter. Et je vous assure, après les premières auditions publiques en Tunisie, c'était un tournant en Tunisie auprès de la population, et on s'est aperçu que nous, on croit que les gens savent, mais c'est pas vrai. Les gens ne savent pas tout. Très peu savent, en fait. Et le savoir, le fait de partager cette expérience, c'est le meilleur mécanisme de la non-répétition. C'est la meilleure dissuasion de la non-répétition. Et ça, c'était très important. Donc, on a appris ça, entre autres, des Sud-Africains. Des Marocains, on a appris aussi quelque chose. On a appris que écouter les victimes, c'était très important. Et ils ont fait beaucoup d'écoute, les Marocains. Et c'était très fort ce qu'ils ont fait. La seule chose qui était gênante, c'est que les victimes n'avaient pas le droit d'évoquer le nom de leur tortionnaire. Et ça, c'était injuste. Même la commission équité et réconciliation était consciente de ça, mais c'était une contrainte de la loi. C'est la loi qui les obligeait à ne pas révéler ces noms. Et aujourd'hui, justement, certaines conclusions des Marocains eux-mêmes le disent, que le fait de ne pas responsabiliser les gens par rapport au public, eh bien, ça favorise la répétition pour les tortionnaires, et ça favorise surtout l'impunité. Parce que l'impunité, elle est toujours basée sur le blanchiment, sur le fait que les gens n'ont pas à rendre compte. Et rendre compte, c'est un mécanisme extrêmement important pour justement
prévenir la répétition. Excusez-moi, mon goût de la deuxième question, je crois que je l'ai un peu skippé. Non, vous avez très bien répondu. Vous avez très bien répondu. Nadjet, peut-être? Merci, Madame. Juste une conclusion, si vous permettez, pardon, Nadjet. Bien sûr. Ce que je conseille, moi, à n'importe quelle commission vérité dans le monde arabe, et Dieu sait qu'on en a besoin, voilà. Dieu sait combien ce monde arabe a été secoué par des violences, combien les États ont été violents avec leur population, et qu'il ne peut pas y avoir d'avenir, de futur pour ces États, et surtout d'États qui sont solides, qui sont basés sur une légitimité large. Ils ne peuvent pas, donc, il ne peut pas exister de légitimité à ces États sans une réconciliation avec l'État. Et c'est important qu'on revienne à la question de la réconciliation. Le cœur de la réconciliation, ce n'est pas entre la victime et son bourreau. Et je voudrais ici le répéter, personne en justice transitionnelle n'est en droit de demander à une victime de pardonner au bourreau. Personne. S'il veut pardonner, il pardonne. Si elle ne veut pas pardonner, pardonne pas. Mais la réconciliation est exigée entre les victimes et l'État, parce que l'État était le principal la principale partie qui a violé les droits des citoyens. Et on ne peut pas construire un État ni démocratique ni solide sans cette confiance en l'État qui doit être rétablie. Et il ne peut pas y avoir de confiance en l'État si l'État ne demande pas pardon, ne reconnaît pas qu'il y a eu des violations et ne dit pas que là, c'est la frontière entre le légal et l'illégal, entre le bien et le mal. Et moi, je n'approuve pas l'impunité et je n'approuve pas l'illégalité et la violation du droit par la loi, parce que souvent, cette violation du droit était couverte d'un manteau de légalité qui n'est pas la loi, mais en tout cas, le droit ne doit pas être violé. Et la principale réconciliation, c'est entre l'État et les citoyens. Très bien, mais merci beaucoup, Madame Bensedrine. Vous revenez beaucoup sur l'État et puis en tout cas, moi personnellement, ça me parle beaucoup parce que ça donne en fait plus de légitimité. Ça crée aussi un sentiment d'appropriation chez le citoyen par rapport à la structure étatique qui le représente. Maintenant, dans le cas de l'IVD, vous avez aussi voulu faire revenir sur les violations commises par les autorités françaises. D'ailleurs, vous avez en juillet 2019 envoyé un mémorandum aux autorités françaises pointant les violations commises par la France dans la période postcoloniale de 55 aux années 70. Il s'agit d'un mémorandum qui n'est pas un acte d'accusation, ni un acte d'arbitrage, ni un acte d'information. C'est un acte par lequel un certain nombre d'éléments documentés établissant la responsabilité des parties ES visées dans certaines violations et dont la conséquence devrait être un acte de réparation morale et matérielle de préjudice. La nature du mémorandum est aussi liée à la nature même de l'IVD, qui est une autorité publique indépendante, comme vous l'avez nommé depuis le début de cette entrevue, qui est un statut quasi judiciaire. Elle est en charge d'un processus de justice transitionnelle. Ces procédures sont exceptionnelles et ces actes sont exceptionnels. Ils ne rentrent dans aucune des logiques ordinaires. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire sur quels instruments juridiques internationaux s'appuie votre demande et quels sont les crimes imputés à la France au regard d'une conception intégraliste des droits humains? Écoutez, c'est une question extrêmement importante parce que l'IVD est compétente pour identifier et responsabiliser l'État dans les violations qu'il a commises ou qu'il a fait commettre ou qu'on a commis à son nom. Et en faisant nos investigations, nous avons découvert qu'un certain nombre de violations ont été commises par une autre autorité que l'État tunisien lui-même. Et il s'est posé à nous la question, est-ce que c'est dans notre mandat
d'interroger un autre État que l'État tunisien. Et là, nous avons trouvé l'assise juridique de cette démarche, c'est que justement en 1955, les accords d'autonomie interne ont créé un concept qu'ils appellent la co-souveraineté. C'est-à-dire, en réalité, la Tunisie était co-gouvernée par l'État tunisien qui avait son autonomie, mais aussi par l'État français qui ne perdait pas son autorité sur le territoire tunisien. Et c'est sur cette base juridique qu'il y avait une co-souveraineté qu'on a pu interroger la responsabilité de la France en tant que co-État responsable de violation. Ça, c'est donc sur l'aspect de la base légale. Et la loi dit définir les responsabilités de l'État ou toute autre partie. Donc la autre partie, c'était la France. C'était la partie qu'on a pu identifier. Donc on a documenté des violations graves de droits humains, des assassinats, des liquidations, des bombardements de populations civiles après l'indépendance. Parce que notre mandat n'est pas avant l'indépendance. Mais après l'indépendance, donc de 55 à 63, ils ont continué à massacrer, à tuer, à liquider, ils appellent ça des nettoyages, à nettoyer. Et donc, d'ailleurs, ils ont pris les unités de para qui étaient en Algérie, et les unités de para de triste mémoire, vous savez de quoi ils ont été capables avec les Algériens, eh bien, ils les ont choisis pour venir terminer le travail en Tunisie. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait en Algérie, ils ont fait la même chose, les mêmes procédés, et c'est comme ça. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a eu aussi la complicité du gouvernement tunisien qui les a laissés faire. Il y avait d'un côté cette indépendance qui était à moitié indépendance, puisque l'État français avait encore l'autorité sur des territoires tunisiens. Donc il y avait donc les exactions de droits humains. Il y avait des violations économiques sur les ressources de la Tunisie. Ils ont continué à piller la Tunisie et on a documenté ça. Et ils ont également surchargé la dette publique tunisienne en faisant deux choses. Au moment où ils ont commencé à quitter la Tunisie, le gouvernement tunisien, les sociétés qui appartenaient à l'État, en faisant comme s'ils étaient privés. C'est-à-dire que l'État tunisien a été obligé d'acheter les grandes sociétés comme la société d'électricité de gaz, la société de pétrole, les sociétés des phosphates, les grandes sociétés étatiques. Ils ont considéré que c'était leur propriété et ils les ont vendues à la Tunisie. Bien sûr, la Tunisie, elle était en position de faiblesse et elle a accepté d'acheter ses biens, entre guillemets, et elle a payé avec de la dette parce qu'elle n'avait pas d'argent. Donc, on a commencé à cumuler la dette. Ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé le gelez ziraï, le départ des colons des terres qu'ils ont confisquées aux Tunisiens, qu'ils ont exploitées sans même les payer aux propriétaires et fermiers tunisiens, qu'ils ont absolument appauvris. Et au moment de partir, ils obligent l'État tunisien à acheter ces terres au prix fort. Donc, encore une fois, l'État tunisien en situation de faiblesse va accepter d'acheter ces terrains et ces terres agricoles au prix fort, alors qu'ils ont été pillés auparavant. Donc, je te vole ton bien, ensuite je te le vends. Et là, encore une fois, ils ont payé, la Tunisie a payé avec de la dette. Donc, on s'est retrouvé avec une dette publique multipliée par 25 le jour où ils ont quitté, le jour où les Français ont quitté. Donc, si vous voulez, les violations de la France n'ont pas été que d'ordre violations de droits humains, ils ont été aussi des violations économiques et sociales. Vous m'avez posé la question, Najed, sur quelle base
légale internationale, vous avez pu appuyer votre démarche. Eh bien, nous avons trouvé des conventions des Nations Unies, des décisions, des résolutions des Nations Unies qui évoquent la dette illégitime et considèrent qu'une dette illégitime qui est définie exactement comme ce qu'ont fait les Français à l'égard de la Tunisie est considérée comme n'étant pas due. On n'est pas obligé de la payer. Et vous savez que la Tunisie, à ce jour, elle est encore en train de payer le service de cette dette-là qu'on a cumulée et qu'on a, qui a produit d'autres dettes, comme vous devez l'imaginer. Et donc, c'est une double violation commise par la France et nous avons demandé la constitution d'une commission qui évalue les préjudices à la fois aux individus et à l'État tunisien et qui demande réparation en plus de la demande de pardon, les excuses aux Tunisiens et à la Tunisie pour les violations commises durant cette période qui n'est pas coloniale. C'est ça ce qui est grave dans le cas de ce que nous avons documenté. Ça ne veut pas dire que dans la période coloniale, ils n'ont pas fait pire, hein, mais comme ce n'était pas notre mandat, on n'a pas pu documenter ça, mais nous avons juste évoqué ces éléments comme des éléments de contexte. Madame Bensedrine, un élément peut-être qui est fondamental dans les recommandations et dans le débat que nous avons cet après-midi, c'est la question de la mémoire et c'est la question des archives. Vous avez recommandé la création d'un Institut national de la mémoire, la question de la mémoire, pas seulement des archives écrites, la question de la mémoire aussi sur le plan audio, parce que vous avez recueilli des témoignages oraux. Il y a des documents qui sont sous-scellés, je ne vais pas rentrer dans les technicalités juridiques qui entourent tout ça, vous avez mis ça sur un huissier, vous avez pris toutes vos précautions pour que ces archives, ce travail minutieux qui a été fait, ne soit pas dilapidé par des forces liées à toutes sortes de réseaux occultes. Livrez-nous un peu, dans un travail d'éducation citoyenne, l'importance de l'institutionnalisation de la mémoire, en lien justement avec le devoir éthique de confidentialité lié au témoignage des victimes, s'il vous plaît, Madame Bensedrine. Je vais être très rapide sur la confidentialité et ensuite je vais passer à la question qui me paraît extrêmement importante de la mémoire. Nous avons protégé la confidentialité, nous avons mis sous scellé les enregistrements audiovisuels des victimes. C'est 80 000 mégabytes d'enregistrement, c'est énorme. Et nous les avons mis sous la responsabilité du chef du gouvernement en personne. Donc, ils sont entre ses mains. Nous avons refusé de les donner aux archives nationales pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il ne s'agit pas d'archives, parce que les archives nationales ont tendance à considérer que ce travail de mémoire qui a été engagé par l'IVD, qui doit être terminé, et c'est la même chose que de l'archivage. Or, c'est très réducteur de traiter la mémoire comme de simples archives. Les archives, on connaît, c'est ce qui est mort. Or, la mémoire, elle est vivante et elle a besoin d'être convoquée, sollicitée pour habiter l'actualité, pour habiter le présent et le futur. Ce n'est pas une histoire du passé, c'est une histoire du présent et du futur. Donc ça, ils ne l'ont pas compris et ça a été une grosse bataille avec les archives nationales qui tenaient absolument à s'accaparer cette mémoire des victimes. Et pour revenir à la mémoire, vous savez, la question de la mémoire est quelque chose de redoutable. Ce que nous avons pu documenter, c'est que très souvent, les pouvoirs cherchent à soumettre un peuple, commencent d'abord par soumettre sa mémoire, par effacer sa mémoire, par obstruer sa mémoire ou par la pervertir en créant un récit officiel perverti et non conforme à la réalité.
C'est pour la raison pour laquelle que nous disons que la réappropriation de la mémoire est la réappropriation nécessairement du présent et de la puissance citoyenne face à un État qui a eu tendance par le passé à être dévastateur, à être prédateur par rapport à ce qui appartient à la communauté. La communauté, ce n'est pas l'État. L'État organise la collectivité, organise la communauté. La communauté est propriétaire de l'État, est propriétaire de sa mémoire, est propriétaire de son futur. On ne peut pas s'approprier sa mémoire au nom de la raison d'État. Ça, on ne peut pas le faire. C'est pas permis. Et c'est la bataille qui reste à mener. Et aujourd'hui, je suis très fière qu'une société civile engagée dans la justice transitionnelle bataille à son corps défendant pour que cette mémoire reprenne ses droits, que cette mémoire soit la propriété de l'ensemble de la société et pas de certaines structures qui veulent se l'accaparer, et qu'il y ait justement un travail de mémoire qui doit aboutir. Ce qu'a fait l'IVD, c'est un petit travail de mémoire qui est un début, c'est comme un déblayage, mais le travail de mémoire reste à faire et c'est à l'ensemble de la société de le faire et personne n'a le droit d'enfermer cette mémoire, que ce soit dans les archives ou dans les récits historiques officiels ou tout ce qu'on veut. Il y a eu une grosse bataille par rapport au travail de l'IVD, entre autres avec les historiens, et j'ai beaucoup aimé leur auto-qualification d'historiens patriotes, parce que soit on est historien, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas des historiens patriotes et des historiens je ne sais quoi. Ces gens-là nous ont dénié le droit de faire ce déblayage du contexte historique par rapport à cet étage de la période de l'indépendance, en faisant témoigner des victimes qui ont vécu. Et pour le simple fait de les avoir fait témoigner, il y a eu haro sur le Baudet, il y a eu des attaques que je ne vous décris pas, et on a été traité par tous les noms, y compris par le directeur des Archives nationales qui s'est associé à cette entreprise. Mais le plus important n'est pas ça, parce qu'on a quand même, cette bataille, nous l'avons gagnée. Nous avons montré que l'IVD ne faisait que mettre en œuvre son mandat. L'IVD n'est pas un groupe d'historiens, l'IVD n'est pas un groupe de sociologues, l'IVD n'est pas un groupe d'académiciens, l'IVD n'est pas un groupe de philosophes, c'est des enquêteurs qui ont l'obligation de rechercher la vérité en tant que contexte de violation, pas la vérité avec un grand V, parce que ça n'existe pas. Donc, nous avons éclairé ces contextes de violation, nous avons reçu la parole des victimes, nous avons recherché les documents d'histoire et les documents d'archives qui qualifient cette parole, qui donnent sa crédibilité à cette parole, et nous avons produit tout cela dans un rapport. Et si vous me permettez, mes amis, de dire quelque chose. Aujourd'hui, on a vu ces 2 derniers mois des organismes champignons qui apparaissent, un qui s'appelle ICTJ, mais il est ancien ICTJ. Il y a un autre organisme qui s'appelle Impunity Watch et d'autres encore qui se sont donnés pour objet d'évaluer le rapport de l'IVD. Moi, je reconnais à tout le monde, pas simplement des organismes, mais même des individus, des citoyens, ont le droit d'évaluer le travail de l'IVD. C'est tout à fait légitime. Mais quelle est votre grille de lecture? Est-ce que vous l'évaluez par rapport à son mandat légal? Nous sommes tenus par la loi. La loi nous a dit de faire ceci, cela, cela, cela. Est-ce que nous l'avons fait ou on ne l'a pas fait? C'est ça la question qui se pose.
compte tenu aussi des obstacles, il y a des choses qu'on n'a pas fait parce qu'il y a eu des obstacles, et je reviendrai aux obstacles, mais venir nous dire votre analyse historique, il lui manque ceci, et les critères de l'historiographie officielle et des normes des historiens ne sont pas réunis, mais nous, on n'a jamais dit qu'on est historien. Les normes de la sociologie n'ont pas été respectées, mais nous n'avons jamais dit que nous étions des sociologues. Les normes des politologues n'ont pas été respectées. Nous n'avons jamais dit que nous l'étions. Et donc, c'est très important d'être vigilant par rapport à ces organes qui cherchent à disqualifier le travail fait par l'expérience tunisienne en justice transitionnelle pour justement délégitimer ce travail et en utilisant des grilles de lecture totalement inadaptées. Et du style, on a consacré à Narva que 16 pages, alors qu'on a consacré aux étudiants 30 pages, ou aux événements du pain 40 pages. Ça veut dire quoi, 40 pages ou 16 pages ou 30 pages? Est-ce que c'est au poids que nous évaluons le travail de l'IVD? Et moi, j'aimerais bien un jour, Mouloud, qu'on dise quels sont les critères d'évaluation. Moi, je suis prête à ce qu'on dise vous avez failli en ceci et vous avez réussi en cela et vous avez, etc. Ça, je trouve que c'est normal qu'on critique notre performance. Mais qu'on vienne nous dire que vous ne répondez pas aux critères des historiens, moi, je dis, nous ne sommes pas des historiens et nous n'avons pas à répondre aux critères des historiens. Et donc, il y a cette tentation de délégitimation. Et la question qui se pose, peut-être que vous qui me posiez tout à l'heure la question de par rapport aux autres expériences du monde arabe, l'Algérie, le Yémen, le Soudan, et j'espère un jour la Libye, si on les laisse tranquilles. Oui, c'est très important. Et la première chose importante, c'est l'appropriation de l'expérience. C'est de ne pas laisser ces organismes internationaux vous dicter leurs lois, vous dicter leurs grilles de lecture, vous dicter leurs paramètres et vous mettre dans des moules auxquels vous êtes censé être tenu. Et bien sûr, vous êtes bien si vous rentrez dans leur moule et vous n'êtes pas bien si vous ne rentrez pas dans leur moule. Donc, c'est important qu'ils apprennent à nous respecter, ces gens qui se présentent comme les lumières de la justice transitionnelle. Nous ne sommes pas des lumières. Nous avons travaillé sur la justice transitionnelle tunisienne et uniquement tunisienne. Nous avons certainement fait des erreurs, mais c'est notre expérience, nous la revendiquons et nous n'acceptons aucun diktat venant de qui que ce soit. Ça, c'est extrêmement important. Une dernière chose, si vous me permettez, parce que je tenais à le dire, je m'excuse d'être un peu longue. On nous a entre autres reproché « Ah, vous avez fait une liste des obstacles, vous vous plaignez, vous êtes toujours en train de vous lamenter. » Ce n'est pas vrai du tout, ce n'est pas notre démarche. Nous avons documenté les obstacles pour permettre à ceux qui un jour voudraient travailler sur notre expérience de mesurer la résistance à cette justice transitionnelle. Quand on dit que la justice transitionnelle rencontre des résistances, ce n'est pas un mot, il faut pouvoir la mesurer. Avec quoi on la mesure? Avec cette documentation qui donne les faits de la résistance. Qu'il y ait une loi qui dise à la justice militaire, vous avez l'obligation de donner les affaires pendantes à l'IVD et que le procureur sorte et clame publiquement, je ne donnerai pas à l'IVD les dossiers parce que ce sont des affaires pendantes et c'est écrit noir sur blanc, les affaires pendantes doivent être transférées et qu'ils disent non, je refuse. Bon, ok, on le documente. Bien sûr, on a réussi, malgré son refus, à accéder à certains dossiers grâce aux victimes, grâce aux avocats des victimes. On a réussi à
à contourner pratiquement tous les obstacles qu'ils nous ont dressés, mais quand nous avons listé les obstacles, ce n'était pas pour nous plaindre, c'est pour aider ceux qui veulent travailler sur l'expérience tunisienne à documenter cette résistance. Voilà. Absolument. Et en fait, ça nous ramène un peu, je pense que vous l'avez nommé tout au long de cette entrevue, les obstacles que vous avez rencontrés quand vous avez parlé tout à l'heure des conflits qui se sont dits ou qu'on a qualifiés d'internes, qui n'étaient pas nécessairement internes, mais qui venaient de la pression qui vient de l'extérieur. Vous avez aussi nommé tout le travail que vous avez fait pour préparer, accompagner les victimes lors des audiences publiques, qui, à mon avis, a certainement nécessité à la fois des moyens financiers, mais aussi des moyens techniques que vous avez dû mettre en place. Vous venez de nommer aussi toute ces jugements qu'on fait à tout le travail colossal que vous avez fait et cette tentative de remettre en cause votre expérience tunisienne au niveau de la justice transitionnelle. Je pense que, et puis vous nommez aussi déjà que vous avez eu aussi des difficultés à avoir accès à certains documents, à certaines archives. Donc, j'essaye là de résumer un peu ce qu'on a entendu tout au long de cette entrevue comme obstacle. Je pense que c'est le moment un peu de vous donner un peu plus d'espace pour revenir un peu plus sur d'autres obstacles que vous avez rencontrés, puis comment est-ce que vous les avez surmontés au sein de l'IVD, parce qu'en effet, dans la région maghrébine et le monde arabe en général, on a besoin d'apprendre de cette expérience et on apprend des expériences avec des peuples avec lesquels on partage quand même un certain parcours politique, historique. Donc, parlez-nous de ces obstacles, et puis comment vous les avez surmontés afin que nous puissions aussi tirer les leçons de cette expérience. Une des techniques, d'abord, il y a eu les campagnes médiatiques contre nous, qui n'ont jamais cessé, qui nous ont pratiquement accompagnés tout le long de notre parcours, avec les fake news, parce que maintenant, quand vous dites fake news, les gens comprennent qu'on invente des faits et qu'on monte toute une histoire, et puis on les fait partager, et après, ça devient une vérité. Donc, nous, on a vécu ça de manière continue, mais continue. C'est une des choses qui nous a fait beaucoup de tort parce qu'à un moment, on était sur « allez, on va répondre, allez, on va répondre ». Mais en même temps, on s'est rendu compte que nous atteler à répondre à chaque attaque, et il y en avait des dizaines par jour, c'était aussi une façon de nous empêcher de faire notre travail pour lequel nous étions mandatés. Donc, si toutes nos ressources sont mobilisées pour réagir aux attaques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre journée passe à répondre aux attaques et ne pas faire notre travail. Donc, à un moment, on s'est rendu compte que c'était une des techniques utilisées, donc les campagnes de diffamation, de dénigrement et de calomnie. Ils n'avaient pas uniquement pour objectif de calomnier, ils avaient aussi pour objectif de nous empêcher par nous-mêmes d'accomplir notre mandat. Et heureusement, dès le début, dès qu'on a vu le piège, on s'est dit, eh ben, c'est pas grave. S'ils veulent nous insulter, qu'ils insultent. Nous, le plus important, c'est de écouter les victimes, les réhabiliter dans leur dignité et dans leurs droits, faire partager largement ces témoignages parce que c'est extrêmement pour la mémoire de la Tunisie qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. C'est important aussi parce que nous avons fait une chose qui nous reproche et qui nous pardonneront jamais, d'avoir procédé à une redevabilité judiciaire, c'est-à-dire qu'on a, vous savez que dans l'expérience tunisienne, l'IVD a le rôle de procureur, c'est-à-dire que c'est nous qui menons les investigations et montons le dossier, si vous voulez, et le dossier va directement en plaidoirie devant une cour. Il ne passe pas par les étapes de l'instruction classique dans la justice. Donc, on fait, nous, le rôle de procureur. Donc, on a investigué sur ces dossiers,
On a réuni les éléments d'information, on a convoqué les victimes et les auteurs de violations, on a écouté, on a dressé des PV, on a fait tout le travail et on a transféré à la justice spécialisée en justice transitionnelle. En Tunisie, il y a 13 chambres spécialisées en justice transitionnelle dans tout le territoire. On leur a transféré près de 200 affaires où plusieurs auteurs de violations, au minimum 1700 cadres sécuritaires, plus des juges, des médecins, des ministres, des hauts cadres de l'État, sont en train aujourd'hui de comparaître devant la justice spécialisée en vertu de ces affaires que nous avons transférées. Ils sont en train de répondre de leurs actes. Et vous savez, si vous voulez combattre l'impunité, il faut qu'il y ait de la redevabilité. Il faut qu'il y ait... On ne peut pas combattre l'impunité en disant allez, on se pardonne, on s'embrasse et on est tous amis et on tourne la page. Non, la page ne doit être tournée que quand il y a de la redevabilité. Donc, ce travail de redevabilité judiciaire, nous l'avons mené à terme et c'est une de nos fiertés parce que c'est ce qui distingue l'expérience tunisienne en justice transitionnelle. Donc, il y a cet aspect. Là encore, on a reçu des coups à tous les « Ah, vous n'avez pas le droit, vous êtes en train de traîner en justice de pauvres types qui sont devenus des victimes, parce que les victimes, c'est plus les victimes, c'est les auteurs de violations, les pauvres, on les traîne devant la justice. Attendez, qu'est-ce que vous avez fait à ces victimes? Si vous, le simple fait de vous déférer devant la justice est considéré comme une violation, mais alors ce que vous avez fait à la victime, c'est quoi? Comment on peut qualifier ce que vous avez fait? Et donc, il faut que ces gens-là apprennent à rendre compte de leurs actes. Et ça, c'est extrêmement important. C'est le deuxième acte, le deuxième volet important en termes de dissuasion. Parce qu'aujourd'hui, en Tunisie, des policiers à qui on demande de torturer, ils savent qu'un jour, même si il a reçu des ordres de torturer, il va être, on va lui demander des comptes. Et là, il y en a qui disent non aujourd'hui. Il dit tu me donnes par écrit que je dois le faire. Et là, bien sûr, personne ne donne par écrit torturer les gens. Et du coup, ça induit une réforme dans les mentalités qu'on ne peut pas obtenir par les textes. C'est quelque chose d'extrêmement important que la justice transitionnelle tunisienne a induit, qui est il n'y a pas d'impunité. Qu'aujourd'hui, on te demande de faire quelque chose qui viole la loi, et demain, tu vas rendre des comptes. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on a reçu aussi des coups par rapport à ça, mais on est très content. Un autre mandat que l'IVD, par lequel l'IVD se distingue des autres commissions vérité, c'est que la loi tunisienne a lié les violations de droits humains aux violations de corruption. Oui. Parce qu'ils sont liés. Et alors vous, en Algérie, c'est étroitement. Et nous, en Tunisie aussi. Donc, en ayant ce mandat de faire des investigations à la fois sur la corruption et sur les droits humains, on a démontré que c'était lié. Et que par conséquent, si on ne combat pas la corruption, on va reproduire la machine à violer les droits humains. Voilà. Parce que la machine à violer les droits humains, c'est pour faire taire. Vous devez vous taire, vous ne devez pas protester, vous ne devez pas dire non, vous ne devez pas dénoncer. Et donc, si vous dénoncez, on vous met en prison, on vous tue, on vous torture. Parce que vous ne devez pas dénoncer une réalité faite de corruption, de captation de la richesse nationale au profit d'un clan étroit. Et ça, on ne vous le pardonne pas. Donc, ce lien entre corruption et violation de droits humains, on a pu l'établir, on a déféré beaucoup d'affaires sur la corruption où on voyait le lien entre corruption et droits humains. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se croyaient au-dessus de la redevabilité, qui sont des hommes extrêmement riches, eh bien aujourd'hui, ils comparaissent devant la justice tunisienne, spécialisée en justice transitionnelle. Et ça, ils n'arrivent pas à l'admettre, mais pour le simple citoyen,
c'est très porteur. C'est un message très fort que on ne peut pas voler impunément, comme on ne peut pas tuer impunément. Voilà. Oui, merci donc d'aborder cette dimension, si on peut dire, de l'économie politique liée à la dictature. On n'a pas le temps, vous ne pouvez pas abuser de votre temps, donc peut-être qu'on aurait même pu voir comment la nature néolibérale des réformes induites par le FMI est en partie liée avec les processus de corruption et de dérive autoritaire des États. Une dernière question, Madame Bensedrine, que je ne peux pas m'empêcher de poser, même si elle est un peu délicate et qu'elle appelle une analyse particulière. On a pu observer, Madame Bensedrine, ce sera la question de la fin, toute une constellation d'acteurs associatifs qui jouissent de l'aide internationale ou, on pourrait dire, de fonds relatifs à la justice transitionnelle. Beaucoup de ces acteurs associatifs ont pu se faire une crédibilité, établir une visibilité dans ce processus. Ces acteurs associatifs légitimes dans le cadre d'une démocratie pluraliste, ils ont toute leur place. Ils sont toutefois porteurs d'agendas politiques spécifiques. Alors peut-être la question avec laquelle on pourrait finir, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'au-delà de leur agenda spécifique et de leur rôle pour revigorer la vie dynamique de la société civile, comment faire en sorte que les victimes, elles, qui sont les premières concernées, tirent profit justement de cette mobilisation associative? Il y a deux questions dans ce que vous venez d'évoquer. La première, celle des agendas. Vous savez, les associations de droits humains, les associations de justice transitionnelle, les associations de lutte contre la corruption, ce ne sont pas des anges. Il y a des gens qui sont de vrais militants et des associations crédibles qui font un travail magnifique et grâce à eux, les droits humains dans le monde avancent. Et puis, il y a ceux qui sont en mission commandée et qui sont là pour mettre en œuvre des agendas politiques. Et ça, c'est un peu dans la logique des choses, parce que les forces, j'ai presque envie de dire du mal, les forces qui luttent contre les droits humains et qui veulent s'approprier les ressources des communautés, des sociétés, ils sont gênés par ces associations et par ces militants. Et pour les contrecarrer, ils créent, nous, ce qu'on appelle la fausse monnaie. C'est-à-dire, c'est des associations qui ont toute l'apparence d'associations de défense des droits humains ou de liberté, mais qui en réalité accomplissent des agendas pour le compte de ceux qui sont contre les droits humains. Et là, il y a probablement des choses à faire. Je me rappelle à un moment, Amnesty avait posé la question d'une charte éthique pour les associations. Mais elle a échoué, ça n'a pas marché parce qu'ils ne voulaient pas s'obliger par des chartes éthiques. Parce qu'une fois que vous posez des chartes éthiques, il y a des contraintes, il y a une visibilité, il y a une redevabilité, il y a une transparence. Et là, on n'aime pas beaucoup. Donc, il y a dans le milieu des droits humains, de la justice transitionnelle, il y a de la fausse monnaie, malheureusement, et qui trompe leurs hommes parfois, mais toujours pas pour très longtemps, parce qu'à un moment ou un autre, on s'aperçoit de leurs limites parce qu'on touche soit des personnes, soit des lobbies qu'ils cherchent à protéger. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'appelle X association de droits humains qu'on est nécessairement crédible ou une association qui lutte pour les droits humains. Bon, ça c'est un aspect. C'est clair, Sihab, on a compris. Et l'autre volet, vous vouliez me poser la question sur comment faire pour mobiliser ces associations. J'ai pas. La question, en fait, c'est tout simplement comment faire en sorte qu'au-delà donc, du rôle légitime que peuvent jouer ces ONG autour de tout cet arrimage
technocratique autour des enjeux de la justice transitionnelle. Comment ne pas perdre les victimes, les principales victimes, les personnes concernées au premier chef, qu'elles soient au cœur des préoccupations, que ce ne soit pas des agendas de financement, que ce ne soit pas des agendas de toutes sortes. Comment faire en sorte que ce soit les victimes qui soient au cœur de ce processus? Parce qu'il me semble que la sur-ONGisation sur ces questions-là peut aussi avoir son propre agenda politique qui peut être parfois externe ou poser des contingences de toutes sortes par rapport aux préoccupations des principales personnes qui ont été victimes de ces injustices, de ces violations. Elle est posée de façon brute et un peu improvisée, mais c'est ça le principe qui sous-tend ma question. Oui, j'ai compris, mais en même temps, c'est pas facile parce que c'est pas le rôle des ONG de protéger les victimes, quoi qu'elles le disent. Voilà. C'est pas le rôle. Les victimes doivent être protégées par leur État, Bravo. par les institutions de l'État. Très juste. Et tant que les institutions d'État ne sont pas là pour les protéger, on ne peut pas parler de protection. Il peut y avoir une mobilisation pour défendre leurs droits, on peut faire un tas de choses et c'est tout à fait dans la logique des associations. C'est bien qu'il y ait des associations, c'est bien qu'il y ait des organismes de défense des victimes, mais le vrai défenseur de la victime, c'est la protection de la loi. Il faut que, de par la loi, on protège les victimes. Il faut que, de par la loi, on les réhabilite dans leur dignité, dans leurs droits. Il faut que ce soit de par la loi que l'État s'exonère de toutes les violations qu'il a commises envers ses citoyens. À mon avis, il faut que ce soit par la loi, pas par les ONG. La protection passe par la loi. Voilà. Merci infiniment, Sihem Ben Sedrine, au nom de mes collègues du Comité pour les droits humains. Merci infiniment, donc, à Najet. Merci aussi à Salim Boudjma pour tout son travail, à la fois de contenu sur le plan technique. Nous sommes ravis. C'est un honneur pour nous de vous avoir eu cet après-midi. Nous avons disposer de votre temps, là, mais on s'excuse si on a été long. Alors, tout ce que nous espérons au comité, c'est que le témoignage qui a été le vôtre, la réflexion indispensable que vous nous avez livrée, cessera de faire un profil bas sur la situation des droits humains dans votre pays et qu'on lève un peu le poids de l'omerta qui pèse sur l'indispensable et titanesque travail que vous et vos collègues de l'instance IVD avez entrepris en Tunisie et dans une perspective historique, je suis convaincu que les populations de la sous-région en mesureront toute l'importance, même si il y a des temps difficiles pour faire valoir ce point de vue-là, mais ça viendra et la maturation politique contribuera en ce sens. Merci à vous, merci parce que d'abord, vous vous intéressez à cette expérience et mon plus profond désir, c'est que ça fasse tache d'huile. L'Algérie a vraiment besoin de révéler la vérité sur tout ce qui s'est passé et de redonner aux victimes de l'espoir et de redonner confiance en l'État, vraiment. Et on vous assure que tant et aussi longtemps que jusqu'à notre dernier souffle au sein de ce comité, nous travaillerons pour faire en sorte que les voix anonymes du Hirak, leur voix soit portée. Un grand salut surtout aux victimes de la justice qui viennent ces derniers temps du Hirak, qui viennent de subir des peines, enfin des procès inéquitables, des peines injustes pour avoir exercé leur liberté fondamentale. Mais moi, j'ai énormément d'espoir pour l'Algérie. Merci beaucoup, CM. Najet. Merci beaucoup. Moi, je pense que les paroles de Madame Ben Sedrine sont très, très significatives. Je n'ai rien à dire de plus que ce qu'elle a dit. Merci beaucoup. Elles sont stimulantes aussi. Oh, absolument. Aïchek Sihem, merci infiniment. Aïchek. Et bonjour à la famille, bonjour aux camarades tunisiens. Ah. نحلف بعرق البن
سحاب، نحلف بالموجة الغدارة، لا لا على حبك منتوب. لا لا منمل من صعبك عليا، نكتب اسمك بالدم في ايديا، ونرجع لك ديما ديما ديما، مهما زرعولي الشوق في ثنية، مهما الايام حبت تهرب بيا، ونرجع لك ديما ديما ديما، ونسقي زرعك بدموع عينيا، مهما خنتيني انت عزيز عليا. نحلف بدين الفلاحة اللي تولدت في الشوك والتراب، ولدت الخبز بجراحة وغلبتها الدهر الكذاب. نحلف باليالي الكناسة خدام الأحزان والحضارة،